qu'est-ce que le Conseil constitutionnel? Le Conseil constitutionnel est-il vraiment le symptôme d'une forme de gouvernement des juges ou est-il au contraire une institution relativement impotente permettant de jouer parfois le poil à gratter de l'exécutif? En réalité, tout dépend du contexte, mais nous y reviendrons. Pour commencer, commençons par parler de la composition de cette institution. Ensuite, nous parlerons de ses compétences et ensuite on s'interrogera sur aujourd'hui son rôle, la portée de ce rôle. La nomination du Conseil constitutionnel est actée en 1958. Avant, il y a un comité constitutionnel, mais qui est essentiellement composé des grands organes politiques de l'époque sous la 4e République et qui n'a pas vraiment d'intérêt en termes de contrôle de la législation. Le Conseil constitutionnel est d'abord et avant tout pensé comme un organe politique, devant assurer le respect de la séparation entre les différents organes, notamment devant limiter la possibilité pour le Parlement de marcher sur les plates-bandes de l'exécutif. Grand problème, je vous renvoie aux premiers épisodes de ce cours des 3e République et de la 4e République. Le Conseil constitutionnel est donc nommé par 3 organes politiques. Le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. Il est composé de 9 membres, nommés pour 9 ans et renouvelables par tiers. 3 sont nommés par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée nationale et son président et 2 autres membres par le président de la République. Ces membres ont des profils divers. Ce sont parfois des juristes, ce sont parfois des politiques ou des hauts fonctionnaires. Cette diversité est voulue à l'origine. Elle doit permettre une relative bonne compréhension des mécanismes de l'État par les membres du Conseil constitutionnel. On parle donc d'un conseil et pas d'une cour constitutionnelle, comme il y aurait la Cour suprême aux États-Unis ou le tribunal constitutionnel allemand à Karlsruhe. Le Conseil constitutionnel est d'abord et avant tout pensé à l'origine comme un organe politique. En répétant cette information, je tente de vous faire comprendre que, il ne faut pas envisager d'abord et avant tout, originellement, ce conseil comme étant une juridiction. En partant de ce principe, on évite beaucoup d'incompréhension concernant un organe qui souvent est décrié pour la compétence plus ou moins faible de ses membres en matière de droit. Très rapidement, dès 1971, et au grand désespoir de Michel Debré, le papa de la Constitution de la Ve République, le Conseil constitutionnel va élargir son rôle, contrôlant les lois eu égard aux libertés fondamentales garanties notamment par le préambule de la Constitution. Depuis, il y a une juridictionnalisation de l'institution qui, de facto, rend sa composition parfois discutable, pour ne pas dire discutée. Il faut, à ce titre, examiner plusieurs choses qui, en elles-mêmes, font débat. Aujourd'hui, partout en Europe et dans le monde, il y a des modalités divergentes de nomination des membres des cours suprêmes ou des cours constitutionnelles. Ces modalités ne sont jamais tout à fait parfaites. Le rôle des juges suprêmes, le rôle des juges constitutionnels est évidemment éminemment politique. Aux États-Unis, la nomination d'un juge à la Cour suprême est l'un des éléments centraux des pouvoirs du président des États-Unis et souvent un enjeu de campagne qui n'est pas négligeable, car autant le président des États-Unis n'est président que 4 ans et dispose de pouvoirs qui doivent être tout à fait relativisés au vu de son incapacité à tout à fait tenir le Congrès, autant un juge à la Cour suprême, lui, est nommé à vie. Et il peut, pendant plusieurs décennies, contribuer à déséquilibrer un organe qui a, en matière constitutionnelle et en matière législative, souvent bien plus d'influence sur les grands sujets sociétaux que n'importe quel président américain. La nomination des juges est donc très politique.
et souvent, et les dernières nominations le montrent, l'équilibre des forces entre républicains et démocrates est un enjeu qui conduit à des évolutions importantes, notamment en matière de droit à l'avortement. Ces dernières années, d'ailleurs, s'est développé tout un jeu entre le Congrès, le Sénat et le Président pour retarder ou au contraire accélérer la nomination des membres avant qu'un président ne soit investi ou avant qu'un autre ne parte. En Allemagne, la nécessité de disposer d'une majorité qualifiée au Bundestag ou au Bundesrat permet de limiter les nominations trop politiques, mais malgré tout, on connaît l'orientation des juges et on sait vers quoi et dans quelle direction ils regardent. Il n'y a donc pas de système tout à fait parfait. Il est vrai qu'il y a des systèmes moins pires. Le système français qui conduit à laisser assez peu de marge de manœuvre au contre-pouvoir dans le contrôle notamment des nominations peut poser problème. Une procédure a été introduite en 2008. En 2008, il a été possible de prévoir un encadrement des nominations du président de la République. Il convient de disposer d'une majorité qualifiée quasiment impossible à réunir dans les deux commissions des lois des deux assemblées pour faire pièce à une nomination présidentielle. Par ricochet, par volonté de copier, on a à peu près appliqué les mêmes procédures aux nominations du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, un membre du Conseil constitutionnel qui recevrait un vote négatif d'une des deux commissions des lois pourrait être jugé comme étant fragilisé, mais en soi, eh bien, cela n'empêcherait pas le président de la République de continuer et de décider d'aller de manière téméraire porter cette candidature, quoi qu'il arrive. Il y a donc des limites, il y a également des évolutions. Toutefois, elles doivent être relativisées. Et peut-être même leur portée doit être relativisée. D'abord parce que eh bien, les membres du Conseil constitutionnel n'ont pas un pouvoir extrêmement important individuellement. Un juge américain, un juge à la Cour suprême, c'est une PME. Il dispose d'une armée de collaborateurs pour travailler les textes. Un membre du Conseil constitutionnel, c'est un individu avec des connaissances juridiques qui sont les siennes et un chauffeur. Car en réalité, pas de secrétariat, pas de service documentaire, pas de capacité de travailler les décisions. Tant et si bien que le cœur nucléaire du Conseil constitutionnel, celui qui fait réellement les décisions, c'est en règle générale son président. Son président assisté d'une petite administration, notamment du secrétaire général du Conseil constitutionnel. Secrétaire général nommé par le président de la République à la demande du président du Conseil, lui-même nommé par le président de la République. Le vrai problème, beaucoup plus que la qualité juridique des membres, est là. Il y a certes, comme le disait Robert Badinter, un devoir d'ingratitude quand on est nommé au Conseil constitutionnel. Il est évident également que celui qui est nommé au Conseil constitutionnel président, eh bien, peut connaître durant ses 9 ans plusieurs présidents. Laurent Fabius, dernier président en date, a été nommé par François Hollande. Néanmoins, il y a là un mélange des genres qui peut être problématique. Dans la plupart des cours, le président de la cour est nommé par ses pairs et non par un organe extérieur. Autre point qui peut faire débat, la neutralité des membres. Ceux-ci sont souvent d'anciens politiques ou ayant eu un lien avec la politique. Ceux-ci peuvent-ils encore faire campagne? Peuvent-ils encore faire de la politique quand ils sont membres du Conseil constitutionnel? Théoriquement, non. Ils ne peuvent pas siéger comme députés, ils ne peuvent pas siéger comme parlementaires européens dans une collectivité territoriale. Ils ne peuvent pas évidemment être nommés ministres. Ou alors ils doivent démissionner. Ça a été le cas relativement récemment de Nicole Belloubet. En revanche, que faire lorsque les membres du Conseil constitutionnel décident de prendre part au débat politique? Le problème s'est posé à 2 moments. Le moment le plus récent est celui de la campagne
sur le traité constitutionnel européen en 2005. À l'époque, Simone Veil souhaite prendre part à cette campagne. Il est finalement décidé qu'elle pourra prendre part à cette campagne si elle se met temporairement en retrait du Conseil constitutionnel. Cette décision, qui a été soutenue par le Conseil d'État, qui a renvoyé à ce moment-là dans un arrêt au Conseil constitutionnel le soin de gérer ses problèmes internes, eh bien, pose un certain nombre de problèmes. Le juge n'est pas tout à fait neutre, quand bien même, eh bien, il se mettra en retrait pour un temps. L'autre sujet qui s'est posé est celui de l'élection comme député de Valéry Giscard d'Estaing au début des années 80. À ce moment-là, le Conseil constitutionnel a considéré aussi que les membres de droit pouvaient être élus à condition qu'ils ne siègent pas. Mais qui sont ces membres de droit ? Eh bien, ces membres de droit sont d'autres pièces du Conseil constitutionnel, d'autres membres qui ne font pas partie des 9 que nous avons déjà présentés. Ce sont en fait les anciens présidents de la République. Au début, à l'origine, le Conseil constitutionnel est encore une fois pensé comme un grand organe politique qui va pouvoir trancher les litiges. Il était donc assez normal d'y envoyer les anciens présidents de la République. Aujourd'hui, les débats sur ces membres de droit, ces anciens présidents, eh bien, est devenu beaucoup plus criant, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, nous le verrons plus tard, le Conseil constitutionnel a aujourd'hui à connaître de lois qui ont été votées dans le passé. C'est ce qu'on appelle notamment la question prioritaire de constitutionnalité. Encore une fois, nous y reviendrons. Ces lois ont pu être votées sous le mandat des présidents en question. Les présidents sont donc un peu juges et partis. Être président au début de la Ve République, cela nécessitait souvent un long parcours. Vous n'étiez pas président à 39 ans. Ce faisant, le temps siégé au Conseil constitutionnel, nonobstant évidemment le cas de Valéry Giscard d'Estaing, plus jeune président de la République jusqu'à très récemment, eh bien, pouvait apparaître relativement court. Le nombre de présidents, d'anciens présidents au Conseil constitutionnel était donc relativement limité, pour ne pas dire anecdotique. Pendant des années, seul Valéry Giscard d'Estaing figurait comme un membre de droit relativement assidu aux séances du Conseil constitutionnel. Or, l'âge pour devenir président de la République s'est abaissé. Aujourd'hui, 3 anciens présidents de la République peuvent prétendre siéger au sein du Conseil constitutionnel, soit autant que les membres nommés par le président du Sénat, de l'Assemblée nationale ou le président de la République. Demain, il est possible, probable, qu'Emmanuel Macron les rejoigne, de même que son successeur, si jamais il n'y a pas de réforme entre-temps. Peu à peu, donc, on risque de voir se déstabiliser, ou en tout cas se transformer les membres du Conseil constitutionnel en accordant une place toujours plus importante aux membres de droit. Certes, ceux-ci ne siègent pas souvent, ils sont assez peu assidus, mais ils le peuvent. Et les déclarations faites, notamment par Nicolas Sarkozy, selon lesquelles eh bien, il démissionnerait du Conseil constitutionnel, n'ont en réalité aucun sens juridique. Nicolas Sarkozy, comme François Hollande, sont membres du Conseil constitutionnel. Ils le sont en vertu de la Constitution. Ils n'ont pas le choix de l'être. Ils peuvent ne pas vouloir siéger, ils peuvent ne pas vouloir être présents, mais ils sont membres, quoi qu'il arrive. La Constitution leur pose et leur impose ce statut. Ce faisant, eh bien, ils peuvent, quand bien même ils ne le souhaitent pas, eh bien, être présents aux séances et délibérer. Les évolutions depuis 1971 ont également, nous l'évoquions en introduction, transformé la mission du Conseil. Celui-ci s'est peu à peu changé en juridiction. Même si il n'en a pas tout à fait la composition, il en prend de plus en plus les tours. Il s'est doté d'un droit processuel, c'est-à-dire d'un droit relatif aux conditions du procès. Il s'est doté également d'une petite salle d'audience, comme un tribunal ordinaire.
Dans le cadre d'une institution qui tend de plus en plus à changer, de plus en plus à se transformer, à prendre les formes et les couleurs d'une vraie juridiction, peut-on vraiment voir d'anciens chefs de l'État y siéger? La question en la matière est posée, elle n'a pas encore été tranchée, elle nécessiterait, quoi qu'il arrive, une réforme constitutionnelle. Venons-en donc au cœur de compétence du Conseil constitutionnel. Il est d'abord juge électoral. Toutes les élections prévues dans la Constitution, référendum, élection présidentielle, élection législative, élection sénatoriale, élections que nous avons vues dans des épisodes précédents, ont comme juge le Conseil constitutionnel. Celles qui n'y figurent pas, les élections locales, les élections européennes, ont comme juge le Conseil d'État. Autrement dit, le Conseil ne fait pas qu'appliquer la Constitution. Il applique également l'ensemble des lois et des règles électorales, y compris internationales, dans le cadre de son rôle de juge électoral. Autre type de compétences, les compétences de contrôle de constitutionnalité dit a priori. Une loi qui a été votée dans les formes que nous avons vues dans un épisode précédent peut être soumise au Conseil constitutionnel. Elle peut être soumise par plusieurs organes en capacité de le saisir. Le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et, depuis 1974, 60 députés ou 60 sénateurs. Ces autorités dites de saisine vont soumettre au Conseil constitutionnel un petit mémoire. Ce mémoire de saisine va permettre de cibler ce qui pourrait apparaître comme inconstitutionnel dans la loi en question. Le Conseil constitutionnel n'est pas tenu par ces différents arguments. Il prend la loi et il peut, dans la loi, soulever de lui-même, comme il le souhaite, tous les points qui lui semblent contraires à la Constitution. Une fois qu'il les a soulevés, eh bien, il peut censurer la disposition, c'est-à-dire considérer qu'elle est inconstitutionnelle et la faire disparaître de la loi en question. Il peut également émettre ce qu'on appelle des réserves d'interprétation. Les réserves d'interprétation sont en réalité des injonctions faites à l'administration qui doit interpréter la loi de telle ou de telle façon pour qu'elle soit considérée comme constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel va, en la matière, parfois très loin. Il fixe notamment un taux qui est considéré comme étant confiscatoire en matière d'impôts. Il a également interprété le fait que l'électricité n'était pas en elle-même une énergie qui peut être considérée comme étant polluante. Ces décisions donc vont très loin en matière d'interprétation. Elles empêchent de considérer le Conseil constitutionnel comme étant seulement, uniquement, un organe visant à supprimer les dispositions qui seraient considérées comme contraires à la Constitution. Non seulement il supprime, mais il tient en partie le crayon. Le Conseil constitutionnel, en revanche, n'a pas la capacité d'arbitrer entre les organes. La loi fondamentale allemande prévoit dans son article 93 que le tribunal constitutionnel de Karlsruhe peut arbitrer entre les organes. Autrement dit, en cas d'opposition entre le Parlement et l'exécutif, entre l'opposition et la majorité au sein du Parlement, eh bien, ces différents acteurs peuvent aller voir le juge constitutionnel et lui demander de trancher. Il n'en va pas de même pour le Conseil constitutionnel. Lorsqu'il est saisi d'une loi, il juge de la constitutionnalité de la loi. En revanche, si demain l'opposition se juge marginalisée par la majorité, mais qu'aucune loi n'en ressort, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent. Le gardien de la constitutionnalité en la matière est théoriquement le président de la République. C'est un point important pour deux raisons. La première raison, c'est que souvent sous la Ve République, nous y avons assisté, notamment sur la querelle des ordonnances en 86, lorsque nous parlions, par exemple, eh bien, des oppositions qui pouvaient émailler des relations entre le Premier ministre et le Président de la République. Eh bien, dans ces moments-là, le Conseil constitutionnel n'a rien à voir à l'affaire. Il n'y a donc pas, hors
du contrôle des lois, de juge de la constitutionnalité des actions du politique. Ensuite, cela veut dire également que, en la matière, le Conseil constitutionnel reste uniquement un instrument de contrôle du législateur. Il ne joue pas de rôle de contrôle de l'exécutif et des autres organes. Une procédure nouvelle a été introduite à partir de 2008. C'est ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité. Cette question prioritaire a pour but, a pour objet de mettre en place une saisine a posteriori. Cette saisine a posteriori doit permettre à tout à chacun, dans le cadre d'un procès, de saisir le Conseil constitutionnel pour contester l'inconstitutionnalité d'une disposition qui lui est applicable. Quelles sont les conditions et quelles sont les limites? D'abord, il faut bien voir que cette procédure est assez limitée. Et qu'étant assez limitée, elle est souvent assez peu politique, même si elle peut avoir des conséquences politiques importantes. Ne peut être contestée dans le cas d'une question prioritaire de constitutionnalité que une disposition qui met en péril un droit ou une liberté. Ne peut être contestée dans le cadre de cette QPC qu'une disposition qui est applicable dans le cadre d'un procès en cours qui concerne le justiciable qui la soulève. Si jamais je suis partie à un procès, que je juge qu'une loi est inconstitutionnelle et s'applique à moi, je vais pouvoir, sauf devant une cour d'assises où je devrais attendre l'appel, prévoir un mémoire en QPC qui va être soumis au juge, qui, si jamais il le juge sérieux, l'enverra au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Conseil d'État et Cour de cassation qui vont appliquer plusieurs éléments de filtre. Ils vont d'abord se demander est-ce que c'est vraiment applicable à mon cas? Ensuite, est-ce que le Conseil constitutionnel a déjà eu à connaître de la disposition? Est-ce qu'il s'est déjà prononcé? Et s'il s'est déjà prononcé, est-ce que depuis, il y a eu des modifications du droit ou des circonstances qui ont fait que la situation justifie de lui transmettre? C'est ce qu'on appelle les changements de circonstances de fait ou de droit. Enfin, est-ce que ma question est sérieuse? Oui, pas plus que ça. C'est ce que dit la loi organique. Est-ce que ma question est sérieuse? Oui ou non, c'est au juge de manière assez arbitraire en réalité. Quand je parle du juge, je parle du juge du filtre, donc du Conseil d'État ou ou de la Cour de cassation, de déclarer si la question l'est ou pas. L'objectif est de ne pas engorger le Conseil constitutionnel, sachant que le Conseil d'État et la Cour de cassation ont 3 mois pour se prononcer et que le Conseil aura lui aussi 3 mois pour se prononcer. En soi, cela limite quelque peu la portée du dispositif. Environ 4/5 des questions prioritaires de constitutionnalité ne passent pas le filtre. 4/5 de ces questions prioritaires de constitutionnalité s'arrêtent là. Elles ne remontent jamais jusqu'au Conseil constitutionnel. Parmi les 1/5 qui remontent, seuls 30% donnent lieu à une déclaration de non-conformité. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel va, sur une loi passée, déclarer que tel ou tel article est inconstitutionnel et supprimer cet article. Derrière cette technicité se cache un vrai enjeu politique. Tout bêtement parce que la plupart des propositions de loi, on l'a vu dans un épisode précédent, ne passent pas parce qu'il n'y a pas d'espace parlementaire, parce que souvent, les propositions de loi sont votées dans une chambre mais pas reprises dans l'autre, parce que comme il y a peu d'espace, les propositions de loi de l'Assemblée nationale ne sont pas prioritaires au Sénat, celles du Sénat ne sont pas prioritaires à l'Assemblée nationale. Bref, la proposition de loi, quand bien même elle trouve une majorité pour être votée, est tout sauf assurée d'arriver au but. Pour des associations, pour ceux qui souhaitent voir les choses évoluer, la question prioritaire de constitutionnalité a représenté un vrai instrument de changement. Il est en effet possible, dans le cadre d'un procès en cours, en soutenant une partie, parfois lorsque on vise l'intérêt général et dans la partie, y compris financièrement, une QPC c'est environ 10 000 € chez un avocat,
eh bien, de pousser à une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question prioritaire de constitutionnalité peut avoir comme effet eh bien, d'entraîner une inconstitutionnalité de la loi et donc de supprimer une disposition problématique. Ou bien, pour le Conseil constitutionnel, eh bien, de considérer que la disposition étant problématique, il décide de l'abroger plus tard, laissant le temps au législateur de remettre l'ouvrage sur le métier. Auquel cas, il n'y a pas de sujet de proposition de loi qui doit passer ou qui ne peut pas passer, il faut très vite modifier la loi. Dès lors, beaucoup de questions prioritaires de constitutionnalité aujourd'hui touchent des champs qui vont être des champs permettant justement de faire bouger la loi. La première matière des questions prioritaires de constitutionnalité est la matière pénale. Juste derrière, car les entreprises et les associations de contribuables sont assez bien organisées, on trouve la matière fiscale. Ensuite, la matière processuelle, les conditions du procès, et enfin, en quatrième position, la matière environnementale. Beaucoup des innovations environnementales ces dernières années, en matière constitutionnelle, beaucoup de transformations du cadre constitutionnel ne sont pas du tout liées à une réforme constitutionnelle. Par ailleurs, on y viendra dans le prochain épisode, extrêmement peu certaines quant à ses conséquences. Mais deux questions prioritaires de constitutionnalité qui ont poussé le Conseil constitutionnel à faire évoluer sa jurisprudence. Attention toutefois, le Conseil constitutionnel est capricieux et lancer une procédure ne signifie absolument pas d'être certain, que cette procédure aboutisse, on l'a vu, beaucoup de ces procédures ne passent même pas le filtre, et ensuite que le Conseil constitutionnel ne fasse pas quelque chose de pire que ce qui existe actuellement. Les associations qui se plaignaient de la rédaction de l'article relatif au harcèlement sexuel en 2013, eh bien, ont vu à terme le Conseil constitutionnel tout bêtement supprimer le délit, ce qui a conduit le législateur en urgence à devoir très très rapidement voter une disposition, mais ce qui a fragilisé l'ensemble des procès qui à ce moment-là se tenaient pour crimes de harcèlement sexuel. Donc, comme le montre la QPC sur le harcèlement sexuel, le juge est donc un juge en partie inconstant ou en tout cas imprévisible. Cela relativise deux choses en réalité. La possibilité, l'opportunité qu'il pourrait y avoir d'aller devant le Conseil constitutionnel via une QPC, mais également l'opportunité d'une révision constitutionnelle. Vouloir réviser la Constitution à tout prix, penser que dans la révision de la Constitution se cache forcément une révolution en matière de droit, c'est faire grand crédit à la performativité du droit, à sa capacité à changer le réel et donner beaucoup de confiance à un juge qui souvent est contraint de juger des normes peu précises, peu claires, contradictoires, ce qui induit une forme d'arbitraire et ce qui induit souvent des surprises et pas toujours de bonnes surprises. Mais ça, nous le verrons dans le prochain épisode de Secours à tort.